représentant du président Paris Terre d'Envol, adjoint au maire d'Aulnay-sous-Bois, cher Stéphane Fleury, monsieur l'ambassadeur Carlos Oliveira, consul général du Portugal à Paris, monsieur le député Carlos Gonçalves, chers parlementaires, chers maires, élus locaux, chers membres de Civica. Il y a plus de 20 ans, le 5 février 2000, au Sénat, j'initialisais la création de l'association des élus d'origine portugaise en France. Cette idée est née dans ce département, de Seine-Saint-Denis. Et j'ai pu alors compter sur le soutien de Christian Demunck, maire de Neuilly-Plaisance, et celui d'Éric Raoult, dont je veux rendre hommage aujourd'hui. Il nous a quittés, il y a quelques semaines. Et il était de tous les rendez-vous de Civica, comme député et comme ministre. Merci, Éric. Et je vous demanderai de vous lever pour une minute de silence. Merci. Notre organisation n'a cessé de grandir au cours de ces 21 années et avec un objectif reconnu d'intérêt général, la participation citoyenne de toutes et de tous. L'éducation citoyenne pour tous est au cœur de nos actions. Avec les jeunes générations, lors des créations et fonctionnements des conseils municipaux des enfants et des jeunes, la mise à disposition d'outils d'accompagnement et d'information comme la bande dessinée « Moi candidat », le travail sur la diversité et l'acceptation de soi, et notre outil, le livre bande dessinée « Manuel d'enfants qui avaient de grandes mains », offert au corps enseignant par les élus membres de Civica. Les forums Civica qui parcourent nos territoires pour être au plus proche de nos populations et de nos élus locaux. Bien évidemment, les campagnes d'information sur la participation électorale des ressortissants européens. Nos actions sont nombreuses et seront exposées par Maria de Jésus, Carlos et Julien Vapereau, membres du bureau, lors de la seconde partie de notre congrès. Pendant cette année d'état d'urgence sanitaire, nous avons priorisé la recherche des élus d'origine portugaise, élus lors des dernières élections municipales de 2020. Après quelques mois de travail, d'algorithmes, nous avons divulgué une première liste qui est disponible en ligne sur la plateforme du Luso Journal. Plus de 7500 Français d'origine portugaise ont été élus. C'est la démonstration d'une dynamique constante de participation citoyenne et territoriale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de divulguer le MAP des élus d'origine portugaise par département et par région. Il sera disponible sur le prochain magazine de Civica, mais nous pouvons d'ores et déjà noter que le département ayant le plus d'élus est la Seine-et-Marne, avec 312 élus lusophones, suivis de l'Oise et de la Gironde, respectivement, avec 211 et 206 luso élus. La région occitane se détache, avec 1300 élus d'origine portugaise, suivis avec près d'1 millier les régions de Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et l'Île-de-France. Finalement, je veux remercier nos partenaires institutionnels, au ministère de Negócios, DGACCP et son consulat à Paris, la région Île-de-France et son vice-président Patrick Carab, nos mécènes, Traviart, AMG Group et Alves Ribeiro France Investissement. Finalement, le Luso Journal pour la diffusion de nos congrès sur les plateformes digitales. Remercier aussi la présence des RTP, Lusopresse TV, Frantugal, Agência Luz et Luso Journal qui nous accompagneront pendant toute la durée de nos travaux. Je donnerai maintenant la parole à M. Stéphane Fleury, représentant Paris Terre d'Envol, adjoint au maire d'Aulnay-sous-Bois. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas monopoliser la parole trop longtemps. Je me présente rapidement, Stéphane Fleury, 4e adjoint au maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, délégué aux finances et ressources humaines.
Monsieur le maire d'Aulnay-sous-Bois et président de l'établissement public territorial Paris Terre d'Envol, Bruno Béchiza, m'a chargé du grand honneur de le représenter ce matin pour l'ouverture de ce congrès Civica. J'en suis touché et ravi. En son nom, je vous souhaite, Monsieur le Président de la République du Portugal, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les élus, la bienvenue à Aulnay-sous-Bois. Civica, Aulnay-sous-Bois et la Seine-Saint-Denis sont liés par une longue histoire. En effet, l'idée de Civica est née en Seine-Saint-Denis en l'an 2000 avec le soutien de plusieurs élus locaux. Désormais, Civica, ce sont 7500 élus locaux en France, dont 4 à Aulnay-sous-Bois. Notre ville d'Aulnay-sous-Bois a d'ailleurs joué un rôle précurseur en la matière, en associant dès 1989 avec le maire Jean-Claude Abriou les Portugais aux questions de participation citoyenne. Les Portugais de France ont pris toute leur place dans la société en prenant part aux décisions locales, mais aussi départementales, régionales et nationales. Leur présence sur les listes des prochaines élections départementales et régionales de juin 2021 en témoigne. Je ne vais pas citer de nom puisque nous sommes en campagne électorale et il convient de garder une certaine réserve, mais cherchez sur les listes et vous les trouverez certainement. Du reste, comme un symbole, le Portugal préside en ce moment même l'Union européenne, alors que l'épidémie de Covid-19 est encore dans tous les esprits. Les suites de cette crise sanitaire sans précédent seront d'ailleurs abordées lors de ce congrès. Nul doute que l'éducation et la citoyenneté sont des ciments nécessaires à la construction du monde de demain. En attendant, au nom du maire d'Aulnay-sous-Bois, Bruno Béchiza, je vous témoigne tout notre soutien et notre amitié. Bon congrès Civica à toutes et à tous. Merci. Merci, monsieur le maire. Je donnerai maintenant, pour l'ouverture de ce congrès, la parole à monsieur le consul général du Portugal à Paris, son Excellence, monsieur l'ambassadeur Carlos Oliveira. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. Tout d'abord, je veux remercier vraiment l'invitation qui m'a été faite par le président de Civica, M. Paul March, mais aussi par les responsables de Aulnay-sous-Bois. Je suis vraiment ravi d'être ici parmi vous ce matin. Je veux féliciter surtout tous ceux qui ont œuvré pour mettre sur pied ce congrès de Civica, surtout dans des conditions que j'imagine très difficiles dues aux événements de ces derniers temps. C'est pas facile d'organiser quoi que ce soit. Moi-même, j'ai l'expérience à cause des restrictions qu'on connaît tous. C'est compliqué. Alors, félicitations renforcées, disons, pour avoir fait dans ces conditions. Mais aussi saluer tous les participants, vous-même et tous ceux qui peut-être nous écoutent, parce que j'ai entendu qu'il y a une diffusion. C'est la nouvelle façon de faire passer le message, mais c'est tant mieux. Nous ne sommes pas tellement nombreux, mais peut-être qu'il y en a beaucoup d'autres qui pourront nous écouter un peu partout en France. Je tiens aussi, bien sûr, à saluer notre ami, le député pour l'immigration qui s'est déplacé ici. D'abord, c'est aussi avec plaisir que je fais partie de cette même table. Disons que quand j'étais à Versailles il y a plus d'une vingtaine d'années, je crois que Civica commençait à faire ses premiers pas. C'était l'année 2000, je crois, et beaucoup de choses ont changé. Alors, je crois qu'on doit vraiment beaucoup à Civica et dans le plan des associations, ce qu'on a comme association portugaise en France, Civica a vraiment un rôle tout particulier. Je me suis rendu compte de ça aussi dans notre première conversation il n'y a pas longtemps, que je suis arrivé à Paris à peu près il y a un an. Et je dirais que les objectifs de Civica sont des objectifs aussi du gouvernement portugais, du consulat et moi-même, je me penche souvent sur ce sujet, c'est-à-dire la participation des nombreux Portugais qui sont ici en France depuis des décennies, la participation civique et la participation politique de tous ces Portugais qui sont, à présent, ils sont plutôt des Français, bien sûr, mais des Français d'origine portugaise.
Alors le travail de Civica, c'est vraiment un travail qui nous touche de très près. Nous-mêmes, on essaie d'appuyer ces initiatives. D'ailleurs, je viens d'écouter, on le sait, la direction générale, c'est le ministère des Affaires étrangères, est toujours attentif et a aussi, une fois encore, donné son appui à ce congrès. Je crois que le fait qu'on puisse partager ces expériences, qu'on puisse se parler entre nous, qu'on puisse vraiment échanger ce que sont les problèmes avec lesquels on se dépare, auxquels on fait face dans nos communes, c'est aussi une façon de faire valoir cette idée de participation. Alors c'est aussi la raison principale pour laquelle je suis ici ce matin. C'est un défi assez important, c'est aussi une expression, peut-être la plus vraie expression de notre intégration en tant que communauté portugaise, c'est le fait de participer dans la vie du pays qui nous a accueillis. Et comme je disais, ça a beaucoup changé, parce qu'il y a une vingtaine d'années, ce n'était qu'une ou deux personnes, et maintenant, on vient de l'écouter, c'est des milliers de Portugais ou de descendants des Portugais qui se sont mis dans ce combat, dans l'intérêt général, dans les différentes municipalités, dans les différentes villes. Et là, finalement, ce que je veux absolument, c'est que ce genre d'initiative puisse continuer à faire son chemin, qu'on puisse faire mieux. Certainement, les années qui vont venir, on n'aura pas autant de contraintes et ce sera plus facile de mettre les gens ensemble. Mais le fait qu'on puisse établir ces rapports avec des Portugais qui sont des fois physiquement très éloignés les uns des autres, mais qui partagent le même objectif, je crois que c'est très très important et je vous souhaite vraiment le plus grand succès dans ce procès. J'imagine qu'après une vingtaine d'années, on peut certainement compter qu'il y aura une vingtaine d'années de plus. Moi, je ne serai pas là, forcément, mais en tout cas, j'imagine que vous tous, vous êtes en mesure d'assurer l'avenir de cette aventure. Alors, une fois encore, merci à tous. Merci de m'avoir écouté. Et j'espère que l'année prochaine, on sera ici avec encore de nouvelles choses à faire pour mettre en valeur la présence portugaise en France. Merci. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Effectivement, nous sommes en effet contraints par cette crise sanitaire et l'état d'urgence sanitaire que nous avons eu depuis un moment. Il est vrai que cette situation nous permet quand même, dans ce lieu, durant toute distanciation sociale et sécurité sanitaire, de pouvoir nous réunir et de réunir les délégations. Outre les délégations de la région Île-de-France, je voudrais saluer la région Nouvelle-Aquitaine, les membres Centre-Val de Loire, Grand Est, Occitanie, j'espère n'avoir oublié personne, Hauts-de-France, et aussi pour, comme vous disiez, il y a 20 ans, nous nous sommes croisés, probablement furtivement. Je peux vous rassurer, je n'ai pas changé, vous non plus. Ok, j'en vois 2-3 qui sourient, mais c'est vrai, c'est vrai. Et il est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons une étape supplémentaire. Nous avons plusieurs candidats au régional, au départemental, sur tout le territoire français. Et pour la première fois, certains des membres de Civica seront notamment élus. Je vois Angela dos Santos qui est là pour la Seine-et-Marne, pour Seine-Saint-Denis au départemental, Catherine Tavares, Vasco Coelho pour le Val-de-Marne. J'en oublie probablement. En fait, c'est une vraie mobilisation intéressante et avec une volonté d'un regard beaucoup plus large et d'une action beaucoup plus européenne que aussi portugaise. Donc nous travaillons aussi avec vos homologues depuis un certain moment. Pour continuer cette introduction, je vous propose d'écouter le message du président de la République du Portugal, Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, et avant, un petit retour en arrière où nous étions un petit peu plus libres. C'est au musée des carrosses, attenant au palais présidentiel, que le président de la République du Portugal, M. Marcelo Rebelo de Sousa, a reçu l'association Civica.
Presidente disse: eu quero encontrar-vos, vocês estão em Lisboa, quero estar convosco. Queria dar-lhe uma mensagem de apreço pela sua atitude, nomeadamente uma atitude de aproximação, uma atitude de coesão que veio de Paris do 10 de junho. A vitória de Portugal é 10 de julho, de futebol, até nós estarmos aqui com uma realidade que conhece, uma realidade que vivemos todos como autarcas franceses de origem portuguesa, uma realidade de 2 anos difíceis nas nossas funções com as problemáticas de segurança e essas pessoas hoje cá têm essa possibilidade de uma lufada de ar fresco, Sr. Presidente. É bom estarmos cá. O vosso presidente da associação, ele me disse ao presidente, ao Sr. Presidente, então afinal não vai ter tempo para nos receber. Eu tive assim um baque surdo no meu coração. Lembrei-me de que esse é um ponto fundamental da presidência. Recordei-me das ligações que todos temos a irmãos nossos que vivem espalhados pelo mundo. Lembrei-me em particular da situação difícil dos eleitos portugueses em França e disse: eu tenho de receber. Après les discours et échanges de présents, le président de la République portugaise s'est entretenu avec tous les membres de la délégation. Caras e caros compatriotas, autarcas de origem portuguesa em França, 2 mensagens se impõem neste 21º Congresso da Associação Cívica. A primeira, de renovada gratidão e reiterado reconhecimento pelo vosso trabalho, que bem conheço, ao serviço de Portugal, na dupla condição de portugueses, luso-descendentes e de autarcas eleitos em França. No último ano, a pandemia, a crise sanitária, económica e social, vivida tanto no nosso país como em França, representou um desafio acrescido para o poder local. Os autarcas tiveram de estar em toda a parte, apoiando na proximidade das comunidades em que se inserem, fazendo face à falta de material de proteção sanitária, encontrando testes, promovendo depois vacinação. Tudo isto em comunidades nas quais residem compatriotas portugueses e luso-descendentes, para quem a vossa presença teve seguramente um significado e uma importância especial, porque mais fraterno. E mesmo agora, com a vacinação, no momento em que começamos a ver uma luz que desponta no fim de um processo de sacrifício pessoal, familiar, económico e social, o desafio mantém-se. É vital continuar a dar um exemplo de cidadania e de responsabilidade. A segunda mensagem é de felicitação e prende-se com os resultados obtidos no escrutínio municipal do ano passado, que foi muito, muito perturbado pela crise sanitária, que obrigou, inclusive, a distanciar a segunda volta das eleições. 7.500 autarcas com origem portuguesa foram eleitos. 7.500 autarcas com origem portuguesa. Mais autarcas, mais jovens autarcas, sinal de vitalidade entre as novas gerações de luso-descendentes, mas também de maior responsabilidade dos nossos compatriotas que trabalham e residem em França.
uma comunidade que participa nas questões locais, uma comunidade que intervém na vida cívica da sociedade, é uma comunidade mais integrada, mais forte, mais responsável, seja em Portugal, seja no país, que escolheu para viver e trabalhar. Que seja um ótimo dia de trabalho conjunto para o Congresso, ainda que para muitos de forma virtual. Saudando todos vós, na pessoa do fundador da Associação Cívica e anfitrião do Congresso e vice-presidente da Câmara Municipal de Aulnay-sous-Bois, Paulo Marques. Na sua pessoa e no abraço que lhe envio, eu saúdo e abraço os 7.500 autarcas eleitos com origem portuguesa e os milhares e milhares e milhares de portugueses que esses autarcas représentent. Nous avons bien évidemment passé une étape compliquée, et on le sait, nous, les élus locaux, parce que effectivement, pendant cette année 2020, les élections municipales ont été particulièrement mouvementées, mais surtout une campagne différente. Un second tour qui n'est arrivé que 2-3 mois après, une installation au mois de juillet, une participation faible, mais aujourd'hui, avec la vaccination, nous devons passer une étape supplémentaire. Et c'est ce que je vous propose, que l'on puisse débattre sur demain. Qu'allons-nous faire dans nos communes, dans nos politiques territoriales, pour passer cette étape du Covid. Une première étape est ouverte, c'est les prochaines élections qui sont importantes. La démocratie continue, donc nous avons les régionales, les départementales. Vous pourrez voir dès aujourd'hui, avec notre partenaire Le Journal, plus de 200 candidats aux élections régionales dans toute la France. C'est une importance, c'est exceptionnel en fait, cette participation, mais beaucoup de candidats aussi au départemental. Donc on a vu tout à l'heure le map de cette représentation territoriale des élus d'origine portugaise sur tout l'univers métropolitain, mais aussi dans les dom-toms. Je crois que c'est un peu plus de 20 élus d'origine portugaise dans les dom-toms, ce qui est important. La thématique que je vous propose de débattre est l'épidémie Covid-19 et ses conséquences ont modifié les attentes de nos administrés. La crise a transformé les priorités de l'action publique et hiérarchisé les missions à l'égard de la puissance publique. Les élus locaux ont été au plus près des préoccupations de nos concitoyens. Avec la vaccination et le retour de nos libertés, quelles seront les priorités du retour à la vie normale? D'ailleurs, retrouverons-nous la vie d'avant? Quel sera le rôle d'élu local dans cette étape? Quelle politique conduire après la pandémie? Je vous propose donc de réfléchir à ce sujet qui est éminemment important dans nos fonctions. Et pour cela, je demanderai à M. Carlos Gonçalves, député du Portugal, de pouvoir démarrer donc cette réflexion. Merci. Oui. Monsieur le Président, on m'entend là? Monsieur le Président, bien sûr, je commence pour saluer Monsieur l'ambassadeur Carlos Oliveira, saluer tous les élus qui sont présents, la presse, surtout la presse des Portugais de l'étranger, des Portugais de France, qui écrit, qui publie en langue portugaise, Monsieur le conseiller social, et aussi, bien sûr, le représentant du territoire des terres d'envol, qui est ici en représentation du président M. Béchissa. Ce que je voudrais dire, le début de mon intervention, j'aurais dû le faire l'année dernière. Parce que l'année dernière, on fêtait, bien sûr, les 20 ans d'existence syndicale. Et comme M. le consul l'a dit, il y a 20 ans, il n'y avait pas encore beaucoup d'élus. Et en plus, on disait que les Portugais qui vivaient en France ne participaient pas dans la vie politique et dans la vie civique. Et le parcours qu'on a accompli est vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, on a déjà évoqué à plusieurs fois
depuis le début du congrès, depuis ce matin, le nombre important d'élus d'origine portugaise, le nombre de candidats d'origine portugaise aux prochaines élections départementales et régionales, et ça montre que cette communauté qui a bien sûr réussi son intégration, et la réussite elle passe aussi non seulement pour les questions économiques et sociales, dont la communauté portugaise est reconnue comme exemplaire, mais aussi le pouvoir d'une communauté qui s'est bien intégrée de participer aux décisions, sachant que voter et participer aux élections, c'est un des piliers de la vie démocratique. Et donc, ce parcours, il a été accompli. Il n'est pas encore à voter parce qu'on peut aller encore bien plus loin. On a même des parlementaires à l'Assemblée nationale. Mais je pense que ce parcours est important parce qu'au début, quand elle a commencé, Civica, l'idée c'était surtout de sensibiliser la communauté portugaise à voter, à participer, à s'engager, non seulement dans les élections, mais dans les débats qui précèdent et qui suivent les différentes élections. Souvent, les gens ne pensent pas que la politique, c'est autre chose qu'être là le jour du vote. C'est avant le vote et après le vote. Avant le vote, étant donné de débattre sur des thèmes importants pour la vie de chacun, et particulièrement vous qui êtes élus locaux dans vos territoires, mais après aussi, parce que l'électeur a aussi la possibilité, disons, de confronter les politiques qui ont été faites par ceux qui ont été élus. Donc, je pense que le parcours est extraordinaire, et il montre aussi une autre chose dont je parle très souvent, c'est qu'une des preuves de la réussite de l'intégration de la communauté portugaise, qui est arrivée en grande masse dans les années 60, c'est sa répartition sur le territoire. Et plus la répartition est homogène, plus on voit qu'il y a une communauté qui a réussi à s'intégrer et qui a su aussi les mobilités qui sont normales dans ce territoire si grand qui est l'hexagone français. Et donc ça c'est très important. Et tout à l'heure, je voyais la carte et je voyais les chiffres. Et on voit que les Portugais, les candidats ou les élus sont un peu partout dans le territoire français. Et en plus, en proportion, il y a des territoires plus que la région parisienne où les Portugais ou les gens d'origine portugaise sont encore plus présents dans le débat politique. Et quand on sait le rôle qu'ont les élus locaux, et j'irai parler tout à l'heure, dans la vie au quotidien de tous les citoyens, je pense que le Civica, ses dirigeants, vous tous, on doit vous féliciter parce que ce que vous faites est extraordinaire. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette association, et quand on parle de participation de la communauté franco-portugaise, et quand le gouvernement portugais, à travers plusieurs gouvernements, plusieurs pôles politiques, s'est engagé, c'est que nous, au Portugal, on voit que nous, ressortissants à l'étranger, doivent bien sûr voter et participer dans la vie politique du Portugal, mais ne peuvent pas oublier non plus participer, surtout participer dans la vie au quotidien du pays où ils résident, parce que leur avenir, l'avenir de ces enfants, dépend surtout du pays où ils sont en train de vivre et de résider. Et ça, c'est une façon de voir la diaspora qui, par rapport à d'autres pays, même des pays européens, nous distingue d'une façon, je pense, assez positive. Et même si vous venez tous, pas tous, mais une grande partie du Portugal, il y en a d'autres qui viennent sur d'autres pays, territoires où on parle portugais, il faut savoir que ce qui est aussi important dans votre travail, ce n'est pas la question communautaire, c'est surtout une chose, aider au quotidien ceux qui vivent dans votre territoire, avec vos compétences, aider les gens qui vivent dans vos territoires, et le fait que vous soyez d'origine portugaise, vous avez un rôle, vous êtes en train d'avoir un rôle, et j'espère que ce rôle pourra se développer dans les relations entre la France et le Portugal, et les relations entre les territoires et certains territoires du Portugal. Au Portugal, il y a des régions, s'il n'y avait pas une relation forte avec les Portugais de l'étranger, on n'aurait pas les niveaux de développement qu'on connaît. Et au Portugal, je suis un de ceux qui défendent, sur le plan local, surtout dans les territoires où il n'y a pas beaucoup de personnes, où la densité de population est très faible, surtout les territoires intérieurs. C'est des territoires à l'origine forte immigration, c'est pour ça qu'ils sont à peu près l'idée de perdre de facteur humain. Il faut qu'on travaille, et là vous avez un rôle, vous l'avez eu, vous êtes plusieurs élus dans toute la France ont réussi des jumelages, des accords, des coopérations, et ça, sincèrement, je tiens à vous féliciter parce que ce pont entre le Portugal et la France s'est bien élargi avec le travail des élus d'origine portugaise. Mais un des thèmes, c'est aussi la question comment surmonter la crise. Monsieur le Président de la République du Portugal a souligné
quand la pandémie est arrivée, ce qu'on a fait, c'est de réagir. Donc il y a une politique réactive. Dans ces politiques réactives, les élus locaux ont eu un travail extraordinaire. L'État avait beaucoup de mal parce qu'il y avait pas de politique prévue pour une situation de crise sans précédent après la Deuxième Guerre mondiale. Et avant la Deuxième Guerre mondiale, on était dans un autre temps, pas le temps d'aujourd'hui. Et donc le rôle des élus locaux, comme on dit, pour éteindre le feu, le petit feu du coin, de la rue, du quartier, soit au Portugal, soit en France, soit dans tous les pays de l'Union européenne, a été extraordinaire. Et je pense que le contrôle de la pandémie, il n'aurait pas été aussi bien réussi, même si on a encore beaucoup de problèmes, sans le travail des élus locaux. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et donc, vous êtes vraiment au milieu de cette grande question, de ce grand ouragan qui a été la pandémie du Covid-19. Mais si on a été réactif au début, soit au niveau local, soit au niveau central, soit-il au Portugal ou en France, dans tout le pays de l'Union européenne, il faut savoir qu'après, on a réussi à s'adapter, on a pris des mesures plus ou moins réussies. La vaccination est la plus grande réussite et la responsabilité individuelle. Et là, pour la responsabilité individuelle, le rôle des élus a été extraordinaire parce qu'il fallait aller dans le café, il fallait aller dans le restaurant, il fallait aller dans le club pour comprendre que les gens devaient respecter. Avec la vaccination, certaines restrictions, on arrive bien sûr à contrôler cette pandémie, mais maintenant, le grand défi, votre grand défi, mon grand défi, le défi de tout le monde, c'est de surmonter la crise. Il y a eu une crise qui touche l'économie, touche pour moi encore plus la partie sociale. Je vous dis même, moi, au Conseil de l'Europe, je suis en train de finir un rapport sur les politiques du sport en temps de crise. Et vous dites, qu'est-ce que le sport a avec vous? Et c'est extraordinaire, ça a beaucoup avec vous, parce que la crise dans le sport a touché les petits clubs qui sont fondamentaux dans vos quartiers. Chien Seine-Saint-Denis, c'est un sport qui est fondamental pour la cohésion sociale et l'inclusion sociale. C'est compliqué. Il y a des élus ici, Polo, que vous l'avez donné à je ne sais pas combien de clubs sportifs. C'est ces clubs sportifs souvent qui encadrent les jeunes. Et ce n'est pas un hasard que l'équipe de France, plusieurs sports, et l'équipe du Portugal a beaucoup de gens originaires des quartiers plus difficiles parce que le sport leur a donné un avenir. Ça, c'est un exemple entre autres. Et donc, il faut réellement surmonter la crise. Au Portugal, nous, un peu différent de la France, parce qu'on est un pays aussi plus petit, on dépend aussi beaucoup des aides européennes, mais dans tout ce travail, on ne peut pas le faire seulement avec l'État, il faut le faire avec les élus, les écouter, les engager. En France, vous avez une organisation administrative et territoriale différente, vous avez des régions et des départementales, ce qui fait que vous avez des régions et des départements. Donc le pouvoir de décision, il y a plusieurs étages. Au Portugal, c'est légèrement différent, mais je pense que là que votre rôle est quelque chose que je pense fondamental pour nous deux pays. Et si les deux pays vont bien, les relations de la France et du Portugal, elles aussi iront bien, et nous tous, nous serons heureux. Je voudrais terminer, après il y aura certainement un débat, donc féliciter, remercier. Moi j'accompagne cette association depuis que Paulo Marquez, au jour avec d'autres élus, a pensé à la créer. Et c'est extraordinaire de voir que, à part toutes les différences politiques et convictions qu'on a, on peut être ensemble sur un thème qui a toujours cette affirmation de notre communauté franco-portugaise, une communauté qui parle portugaise. Et ça, j'aurais un appel à faire avant de terminer avec un petit mot différent. C'est que la raison pour laquelle on est tous là, même moi et monsieur l'ambassadeur, c'est que c'est la langue portugaise. Et on a un problème en France avec la langue portugaise. Et ce n'est pas un problème technique. Excusez-moi, moi j'en peux plus d'entendre des gens qui savent beaucoup de l'éducation. À Portugal, on a même du mot pour ça. C'est une question politique. Et les questions politiques, elles sont défendues par les gens qui font de la politique. Et si on a à peu près 10 000 personnes qui parlent portugais, ou qui sont d'origine d'un pays de culture portugaise en France, si on a des députés à l'Assemblée nationale, si on a des conseillers départementaux, régionaux et même de métropole au territoire, comme vous les appelez, excusez-moi, il faut ensemble, en plus de tous les bords politiques comme on est, de réussir en France à gagner le poids politique pour que la langue portugaise ne puisse pas, ce qui s'est passé il y a 2 ans avec une perte de statut qui... Hier, j'étais à Porto Combo, il y a à Porto Combo un cas contest qui est en train de se passer pour le choix du portugais. Et là, c'est mon rôle, c'est peut-être aussi le rôle de monsieur l'ambassadeur, mais c'est aussi
votre rôle et on dépend vraiment de vous pour cette question. Le dernier mot, on a cité ici Eric Raoult. Eric Raoult a été ministre, en plus ministre de l'intégration, et même comme ministre, il venait aux initiatives de la communauté portugaise. Mais je n'ai pas vu d'autres hommes politiques à ce niveau venir. Même les ministres portugais ne venaient pas. Mais lui, il venait. Et ça, je ne pourrais jamais l'oublier. J'oubliais non plus, quand j'étais au Parlement français avec l'ancien président de l'Assemblée de la République portugaise, M. Jacques, que beaucoup connaissent parce qu'il était ici ministre des Affaires étrangères, la façon comme lui, et M. Bartolone, qui est de votre département, nous ont reçus. Et il y avait beaucoup de gens au Parlement qui disent peut-être que le Portugal n'est pas le plus grand pays, mais à l'Assemblée nationale, vous avez été reçus comme un pays. Donc c'est extraordinaire la réception qu'on a méritée, qui a bien sûr fait créer certaines petites jalousies. Encore une fois, félicitations. Merci pour ce que vous faites pour l'affirmation politique et civique de la communauté franco-portugaise, ce que vous faites pour les relations entre la France et le Portugal. Et vous savez, je veux remercier aussi sur le plan personnel, je suis très fier de ce que vous faites, mais ça facilite beaucoup, vraiment beaucoup mon travail. Merci. Merci, monsieur le député, cher Carlos. Je donnerai maintenant la parole à David Rezende. David Rezende, maire de Comps-sur-Lisle, Gironde, région Nouvelle-Aquitaine. Bien évidemment, une fois de plus, cher David, je me suis planté sur le nom de ta ville, mais je pense que tu vas me rattraper à ce sujet. À toi, David. Bien, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur l'Adjoint de la ville d'Aulnay, Monsieur le Député, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de participer pour la troisième fois au congrès de Civica, auquel Paulo me fait l'honneur de m'inviter, pour prendre la parole en tant que représentant d'une commune rurale de 650 habitants. À l'occasion de ces 20 ans de Civica, 20 ans, c'est exactement le nombre d'années où je suis devenu maire en Comps-sur-Lisle, en 2020. Et j'avais été élu en 1995 pour la première fois. J'ai aussi, je suis arrivé en France, j'avais 8 ans, donc ça fait 55 ans que je suis en France. E ainda falo português. Já faz 54 estou em França e não esqueci de Portugal nem de português. Cette petite intervention, alors je continuerai en français parce que ça va être compliqué autrement. Cette petite intervention me permet de partager ces instants avec mes compatriotes ici présents portugais, dont plus de 7500 sont unis dans notre chère France. Je pèse mes mots quand je dis notre chère France, qui m'a accueilli. Pour l'anecdote, en 2021, donc aux dernières élections, ma fille Ève, qui a une trentaine d'années, a intégré mon nouveau conseil municipal. J'ai aussi appris à l'occasion que la Gironde est le troisième pays le plus peuplé de gens de personnes d'origine portugaise, mais il faut peut-être le ramener au nombre d'habitants. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça a été fait, mais parce que le département de la Gironde, comme vous savez peut-être aussi, c'est un département relativement vaste et relativement peuplé. Notre communauté, je pense, contribue à enrichir notre belle France dans beaucoup de domaines. Quand je dis belle France, ça n'enlève rien à la beauté de notre Portugal. Qu'il soit, on l'enrichit sur le plan financier, culturel, linguistique, sportif, associatif et politique. Et j'en passe. Tous les présents ici ce jour en sont une belle preuve. Pour ma part, je me suis engagé au poste municipal, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1995, et j'avais alors 37 ans. Pour répondre à une anecdote, hier soir, j'ai entendu notre repas, je n'ai pas été élu parce qu'il y avait beaucoup de Portugais dans mon village, j'étais le seul. Donc c'est bien les Français qui m'ont élu. On va le porter d'origine portugaise. Le Français d'origine portugaise, pardon. Ou le franco-portugais. Alors, pour revenir un petit peu à la situation du moment, fin mars, nous avons cru que c'était la fin du monde. Pendant une quinzaine de jours, nous nous sommes retrouvés bien seuls dans nos mairies. Je veux dire que peu d'administrés traversaient le village pour venir en mairie. Bien sûr, le contact avec notre autorité de tutelle, le sous-préfet, le préfet et les forces de l'ordre était bien réel.
Également, l'intercommunalité a joué un rôle important. C'est la communauté d'agglomération du Libournais, dont je fais partie. Mais une vision apocalyptique rôdée dans nos villages, c'était quelque chose de très impressionnant. En collaboration avec les enseignants, il a fallu, nous avons une école avec 5 classes et 90 élèves environ et 5 enseignants, et 3 personnes communales. Il a fallu organiser les cours des enfants à la maison, prêter les ordinateurs, faire les photocopies des cours pour les familles mal équipées en informatique. Mettre en place une épicerie à domicile pour ceux qui le souhaitaient. Il m'est arrivé de faire demi-tour à l'entrée d'un supermarché quand je me demande qu'il y avait au début de la pandémie. Donc d'avoir des services à proximité et à domicile, c'est très important de les organiser. Je dois reconnaître aussi avoir sauté de mon lit en pleine nuit, pris d'une grande angoisse et envoyé un texto à 3 h du matin au secrétaire de mairie et employés techniques, leur demandant de rester chez eux, à eux-mêmes. Tellement une forme de psychose s'était emparée de moi et de mon entourage. Puis raison gardée, le surlendemain, nous avons mis en place un roulement avec les 2 secrétaires et 2 techniciens, avec chacun des tâches qui ne les mettaient pas en contact quand les personnes d'école, bien sûr, ils restaient à la maison jusqu'à la reprise des cours. Il a fallu ensuite s'organiser, vérifier que tout le monde avait bien ce qu'il fallait pour vivre, faire le tour de chaque maison, compter le nombre de personnes, organiser la distribution des masques non jetables, fournis par le comité d'agglomération gratuitement, et le conseil départemental à un faible prix. Je crois que le fait d'avoir été élu au premier tour, en 2 mars donc, 2020, avec ma nouvelle équipe, nous a bien facilité la tâche dans nos villages, dans mon village en tout cas. C'était sûrement pas le cas partout ailleurs. Toutes ces actions ont été menées sans augmentation du personnel, car c'est tenu par des élus mobilisés, disponibles et exemplaires. Alors, ce retour à la vie normale, il doit se faire avec réserve et vigilance. Je dois dire qu'en milieu de semaine, je me suis demandé si j'avais eu raison d'accepter l'invitation de Paulo, car au fond de notre campagne, on voit toujours les villes pleines de monde, c'est les images que nous avons à la télé, et que je me suis demandé où j'allais aller. Si c'était bien ça, je veux le faire. En tout cas, je ne regrette pas, je suis là et avec un grand plaisir. Alors, ce nombre de pratiques, façons de faire, sont mis en cause. Des exemples tout simples. Se laver les mains. Moi, je me lavais les mains, je pense régulièrement. Mais je crois que j'ai multiplié par 3 mes lavages quotidiens de mains. Ce sont des gestes tellement simples, mais auxquels on ne pensait plus. Le consommer mieux, les circuits courts, le gaspillage alimentaire, nos poubelles regorgent d'aliments. Et plus grave encore, les biodéchets alors que tout le monde meurt de faim par les poubelles qui regorgent d'aliments. Je peux vous dire que dans notre restaurant scolaire, à part ce gaspillage, il n'est pas question de mettre en place un self-service. Des changements sont apparus, alors je ne donne pas de leçon et je ne veux pas faire qu'on fasse du copier-coller. Nous sommes dans un village de 650 habitants, et au clair. Les changements sont apparus dans le travail, les déplacements, la solidarité entre voisins, qui pour certains ne se disaient même pas bonjour. Ils ont appris à se dire bonjour. Toutes les nouvelles bonnes pratiques doivent être appréhendées avec pragmatisme et modération pour ne pas générer des déséquilibres, qu'ils soient sociaux, économiques, éducatifs, médicaux, scientifiques, culturels, ou concernant d'autres situations qui viendraient se présenter. On enverra toujours du pruneau d'Agen et de la fraise du Périgord à Paris. Même si on arrive à faire pousser en sous-sol des immeubles des champignons. Et malgré le progrès du monde agricole, je ne suis pas sûr qu'on puisse récolter des bananes un jour en France. Métropolitaine, bien sûr. Il serait dommage que l'on ne trouve plus de poires Rocha, ça c'est pour le coin de et du Porto dans les étals de nos magasins. On assiste à une évolution agroécologique qui, si elle est saine par beaucoup d'aspects, doit être raisonnée. N'oublions pas que la France, au lendemain de la guerre, ne produisait pas suffisamment pour nourrir sa population. C'est de là qu'a été mis en place le programme de construction des foyers ruraux dans nos campagnes, financé par le ministère de l'Agriculture de l'époque, pour permettre aux paysans de se réunir et d'avoir de l'information véhiculée par les spécialistes agronomes, gérés par les chambres d'agriculture. On a découvert aussi, maintenant, avec intérêt, le télétravail et les réunions en visio, qui, si l'on n'y prend pas garde, peuvent être aussi facteurs de souffrance et de désocialisation
Les gens me disent, j'ai besoin d'aller à mon bureau au moins deux jours par semaine. Il va falloir non seulement dépoussiérer le code du travail, mais également l'adapter à toutes ces évolutions pour ne laisser personne sur le bord de la route. À coup sûr, notre mode de vie va évoluer, devra s'adapter, transport, travail, loisirs, vie associative. Pour accompagner ces évolutions, nous devons nous engager avec force, être précurseurs dans les nouvelles pratiques. Le panel est grand pour les champs d'action abréviés AIB. Mais toutes ces évolutions ne pourront se réaliser que si on y met les moyens. En ce qui nous concerne, les moyens économiques, parce que c'est l'économie qui tire le reste vers le haut, globalement. En ce qui nous concerne plus particulièrement notre petite commune rurale, c'est en s'appuyant notamment sur les plans de relance. On a la chance d'avoir de très bons plans de relance, avec beaucoup de moyens. Nous avons monté des dossiers de subventions, DETR, CIL, DSR, dotation de solidarité rurale. Nous avons commencé et programmé à engager pour environ 1 300 000 € d'investissement sur les 3 ans qui arrivent pour des travaux de réalisation de 5 logements et de 2 espaces pour des activités de services et ou médicales, en rénovant de vieux bâtiments, réfection d'une partie de la mairie, rénovation de la cour d'école, restructuration d'un jardin public en bord de rivière, inscription à un programme de soutien aux cantines scolaires. Nous sommes dans un budget annuel de 500 000 € en fonctionnement. Ça donne une idée de l'importance de l'engagement que nous avons pris. Nous sommes inscrits aussi dans le programme de soutien aux cantines scolaires. Ceci va nous permettre de changer une grande partie de notre matériel de cuisine devenu obsolète et énergivore, toujours grâce à ce plan de relance. Nous allons maintenant faire les frites, les yaourts, les gâteaux, trancher la viande directement en cuisine, grâce aux moyens mis à disposition de notre cuisinière. Ça ne s'invente pas. Marie-Hélène Lorenzo, vous aurez compris que d'origine portugaise. Et je l'ai choisi pour ses qualités. Mis en place d'un programme de 26 logements et 3 locaux commerciaux avec le compte de Gironde Habitat. Vous savez tous ici, mieux que moi, que les collectivités locales sont l'un des acteurs importants de toute la relance économique. Donc on n'oublie pas l'économie. Avec actuellement un projet d'installation d'une kinésithérapeute dans un local communal que j'ai rencontré récemment, à plusieurs reprises, et dont tout est fait pour que le couple s'installe à Camp-sur-l'Île. Je vais sûrement vous faire sourire, là aussi, car elle et il s'appellent Karina et Miguel Santos Freire. Ils sont en France depuis 7 ans. Ils ont fait le tour de cette partie nord de Gironde pour essayer de trouver une solution à leur installation, et bien leur a pris de tomber sur moi. Je n'oublie pas les autres, un cabinet de soins bioénergétiques par exemple, avec une dame qui s'appelle Marjorie Barra. Donc, je ne fais pas du sectarisme primaire. Et également dans notre modeste zone d'activité, avec la création de 2 projets sur 12 000 m². Alors, vous l'aurez compris, l'avenir se construit dans l'action et dans l'investissement. Ceci n'est possible qu'avec un engagement fort des employés et de toute l'équipe municipale qui m'accompagne. Alors, avec le concours de tous, nous surmonterons cette crise sanitaire avec des pratiques, je l'espère, plus justes et plus saines pour l'intérêt de tous. Merci. Merci, cher David. Je vous propose de continuer et de donner donc la parole à Philippe Vacher, maire de Seichebrières, donc le Loiret, région Centre-Val de Loire. Philippe, c'est à toi. Merci mon cher président. Bon, les propos vont être assez proches de mon collègue. Alors déjà, je tiens à vous remercier officier pour nous réunir. Vous avez choisi notre pays pour y vivre, mais plus, vous y investir pour participer à la vie locale et à son développement. Donc un grand merci, je vous félicite et vous remercie pour le dévouement auprès de notre beau pays. Donc moi je suis maire depuis plus de 30 ans d'une petite commune de un peu plus de 200 habitants au cœur de la forêt d'Orléans, dans le Loiret. Donc on me demande de parler après Covid. En fait, après Covid, on ne connaît pas la date en fait, après Covid en fait. On ne sait pas quand ça va se terminer, comment ça va se terminer et comment on va évoluer avec cette pandémie.
Bon, on espère toujours retrouver, bien sûr, la qualité de vie qu'on avait avant, retrouver comme aujourd'hui, hein, se retrouver ensemble en présentiel. Ça fait 30, je veux dire, c'est la première réunion que je fais depuis 1 an et demi où on se retrouve ensemble pour échanger. Donc nous, dans notre petite commune, donc, bien sûr, ce qui était très important, c'est la proximité. La population avait besoin de ne pas se sentir isolée. Donc moi, sur ma commune, ce qu'on a fait immédiatement, c'est mettre en place une application, Panneau Pocket, qui permettait immédiatement de communiquer avec tous les habitants. Donc il suffisait de changer l'application, on pouvait communiquer tout régulièrement, au quotidien, de ce qui se passait, d'évolution des lois, des règles que l'on devait respecter. Également, bien sûr, la proximité passe par les communes, les comités de communes et le département. Donc on a mis en place immédiatement, on a pu échanger le circuit court et toute son importance, c'est-à-dire que la vente directe producteur-consommateur. Donc c'était une bonne chose pour tout le monde, je pense, pour revenir un petit peu à des bases et vivre avec des produits locaux. L'épicerie communale également s'est mise en ligne pour pouvoir livrer à domicile. Alors la dimension fait que dans le milieu rural de petites communes, on peut organiser ce genre d'organisation. Et puis également les entreprises, les communes, comités de communes, donc ont mis des financements pour les accompagner et préserver le commerce et entreprises locales que nous avions. Bien sûr, il a fallu également, alors c'est plus compliqué, mais j'avais de relayer l'information nationale qui n'était pas toujours facile, puisqu'elle n'était pas toujours cohérente. Alors on a bien constaté que des fois il y avait des contradictions. Et puis il y avait des mises en place, en fait, souvent les lois sont faites pour l'urbain, pas forcément pour le rural. Il a été difficile à comprendre que le confinement était interdit de sortir quand vous habitez un village de 100 habitants avec des milliers d'hectares de forêt pour aller à Orléans. On n'avait pas le droit de se promener en forêt, parce qu'il n'y avait personne. Donc ça, il faut faire passer le message et l'expliquer. C'est pas toujours facile. Donc voilà un petit peu la différence entre ville et campagne. Et puis également, donc, dernièrement, depuis le début de l'année, c'est la mise en place du centre de vaccination, où là on sent bien également l'importance des élus sur le terrain, qui a été réactif, organisé et a permis donc d'accélérer au moins d'un niveau plus vite pour vacciner la population, bien sûr, pour pouvoir retrouver cette liberté le plus tôt possible et la sécurité également de nos habitants. Donc voilà, et puis c'est vrai, on retrouve par contre, comme l'a dit mon collègue, les gens ont besoin de communiquer, retrouver un petit peu de proximité, content de se retrouver, se dire bonjour, envie de parler, envie d'échanger. Et ça, j'espère qu'on va essayer de le préserver en faisant des manifestations, en créant des liens. Ça permettra également de retrouver nos associations, une vie professionnelle, publique, et puis bien sûr le commerce de proximité, le maintenir, parce que c'est quand même important sur notre territoire. Après, les mises en place, c'est également le département, comme la Gironde, donc on a distribué le département, pardon, je suis conseiller départemental, donc le département a également mis de l'informatique en place pour tous les enfants qui étaient isolés pour pouvoir continuer leur cours. Donc voilà, donc tout ça, le plus important, c'est la proximité, maintenir cette qualité de vie et revenir à des bases de vie normale le plus rapidement possible. Donc ça, c'est notre souhait. Et puis en espérant bien sûr se trouver en présentiel, ça n'empêche pas de respecter les règles de base de sécurité. Faut faire attention encore. On voit encore que le virus évolue, donc on ne connaît pas la fin, on connaît pas on est inquiet quand même de retrouver une vie normale si possible, entre parenthèses normale. Donc voilà un petit peu ce que l'on attend de l'après-Covid et comment on vit on a vécu un petit peu le Covid pendant 1 an et la mise en place pour surtout garder la relation, rassurer la population sur le territoire. Je pense que c'est le rôle des élus, c'est le rôle qu'on nous demande sur le territoire et ce qu'on a essayé d'assumer. Je pense que ça s'est bien passé et je pense que même l'État a
quand même reconnu et retrouvé que les élus de proximité du territoire avaient leur importance. Donc voilà rapidement ce que j'ai pu dire sur le Covid et l'après-Covid. Merci Philippe. Je vous remercie. Donc ça nous a servi d'introduction. Il est évident que je profite aussi de l'occasion pour profiter des instances de Paris-Terre d'Envol du fait qu'on utilise notamment les locaux ici, qui nous permet justement d'avoir notre réunion, notre rencontre en toute distanciation sociale et en toute sécurité sanitaire. Il était important de le dire. Bien évidemment, on avait compris qu'on ne sait pas si on est sorti du Covid, comment nous allons voir le futur, mais ce que je vous propose, c'est de pouvoir échanger. Donc nous avons 20 minutes de débat. Qui veut initier cet échange, en sachant que c'est toujours le premier le plus difficile. Après, vous verrez qu'à la fin, on n'arrivera plus à vous arrêter, comme d'hab d'ailleurs. Souvent, en France, on dit qu'il y a trop de communes, trop de ci, trop de ça, trop de là. Cette crise, quand même, dans nos campagnes rurales, a mis en évidence que la proximité des élus a été quand même une chance dans la gestion de la crise. Et nous a permis de réagir vite. Vous savez, dimanche dernier, une personne qui est en difficulté, une infirmière, qui veut pas passer le dimanche après-midi chez moi, me parlait de son problème. On peut le faire à la campagne. Je suis passé qu'on puisse le faire partout, c'est-à-dire en proximité. D'autres, on va l'aider à pas d'heure sur tel ou tel problème. Pour aller chercher les gens pour la vaccination, je peux vous dire qu'à Paris, 1 ou 2 personnes, tous les plus de 75 ans étaient vaccinés. Avec la vaccine qui est arrivé sur la place du village. Ils étaient allés chercher les gens, ils sont venus les placer. Donc, quand même, de temps en temps, je dis qu'on se fait un peu mal à la tête en France à toujours critiquer cette organisation territoriale, notamment les communes, il y en a trop, il y en a pas assez. Je crois que c'est une grande chance pour nous d'avoir cette diversité. Moi, je voulais rebondir sur l'intervention de Philippe Haché, qui mettait en avant la solidarité. Et pour moi, cette crise a vraiment mis en avant ce besoin de solidarité, et notamment le besoin de notre rôle à nous, en tant qu'élus, où on doit en fait mettre en relation des personnes vulnérables, des personnes isolées, des personnes qui ne se manifestent pas. Et notre rôle, c'est également de créer un réseau et de les faire apparaître, de créer des réseaux bénévoles pour pouvoir aller à leur rencontre et pouvoir les aider et leur tendre la main. Et je trouve aussi que le regard qui a changé avec cette crise, c'est aussi la proximité immédiate. Je ne sais pas si vous avez également ressenti la solidarité très locale dans vos cours d'immeubles, vos voisins plus âgés qui avaient peur de faire des courses, où du coup un réseau d'entraide s'est créé. Et tout cela, c'est vraiment ce qui a changé fondamentalement dans le regard du citoyen par rapport à sa ville et dans notre rôle, nous, en tant qu'élus, pour connecter ces énergies, connecter ces besoins en fait, de personnes, les repérer. On a vraiment besoin de les aider en fait. Et je pense que fondamentalement, notre rôle sera différent dans les années à venir à cause de ce besoin qui a été très criant d'aide et de connexion entre les personnes. Oui, bonjour, je suis Vasco Coelho, donc je suis 3e maire adjoint à Choisy-le-Roi. Voilà, moi ce serait plutôt un ressenti de terrain. Donc en prenant avec toute cette problématique pandémie, avec les élections reportées et une prise de fonction, c'est une véritable difficulté dans nos collectivités et nous devons rencontrer cette problématique, tous les élus qui sont autour de cette table, parce que bon, le rapport avec la population, il devient de plus en plus difficile, parce que bon, il y a toujours un ressenti d'attraper le virus, mais bon, les esprits, quand même, on a tendance à se développer un petit peu plus avec la vaccination, Dieu merci, parce que bon, ce ressenti commence déjà un petit peu plus à s'éloigner, mais bon, il faut rester quand même toujours très attentif, parce que bon,
cette vaccination, comme on ne nous la garantit pas à 100%, il faut rester toujours très attentif. Et donc ce travail en mairie devient un petit peu plus facile depuis 1 mois, 2 mois. Mais bon, moi je tiens toujours à rappeler que la pandémie, elle est toujours parmi nous et qu'il va falloir faire vraiment attention. Et je tiens surtout à féliciter Monsieur le Président de Civica pour cette organisation de ce congrès tant attendu, parce qu'on n'avait plus aucun contact. On n'avait plus aucun contact entre nous. Et bon, c'est bien les visios. Et on est très loin les uns des autres. Voilà, je vous remercie. Oui, bonjour, David Gomez, adjoint à la maire de la Chapelle-Saint-Mémin, dans le Marais. Je voulais juste vous dire quelques mots sur les effets de la pandémie et quelques exemples au niveau local. On a pris conscience aussi des difficultés à la fois de certains entrepreneurs qui avaient complètement cessé leur activité. On a pris conscience également de la difficulté de traverser les étudiants qui n'avaient plus la possibilité d'avoir leur petit job qui leur permettait de survivre. Et donc au niveau local, nous avons décidé d'allouer une allocation à chaque étudiant de la commune. Et nous avons, comme David le président tout à l'heure et Philippe, actionné des mécanismes de solidarité locale pour que nous, en tant qu'élus, on puisse accompagner avec les services municipaux toutes les difficultés que nous détections pour pouvoir aider les gens à avoir le minimum pour vivre, pour survivre, pour traverser cette période. Donc chaque réalité est différente, chaque réalité locale étant un peu différente, parce qu'il y a les communes rurales, il y a les communes fortement urbaines, et puis après vous avez les communes moyennes de 10 000 habitants, un peu comme la nôtre. Et voilà, il faut être à tout vigilant, à l'écoute, pour savoir, comme disait Rosa, détecter les personnes qui sont en difficulté, mais qui parfois n'osent pas exprimer cette difficulté par honte, par timidité. Et c'est véritablement le rôle de l'élu. Je sais qu'avec les permanences, une fois que les services municipaux ferment, ce sont les élus qui prennent le relais. Et donc nous avons des situations tout à fait particulières et qui sont différentes chaque jour. Chaque élu connaît ce côté de la surprise qu'il peut y avoir dans l'exercice de ce type de permanence. Mais la période elle est totalement particulière. Nous devons tous apprendre sur cette pandémie pour à la fois mettre en place des mécanismes que nous constatons ne pas exister aujourd'hui dans nos communes. Et donc c'est à la fois un cas d'école aujourd'hui, ce que nous vivons, et de tout ça, pour que nous en tirions des leçons et que nous puissions justement peut-être dans cette assemblée partager des expériences et des bonnes pratiques. Et l'initiative de notre commune, par exemple, d'allouer 100 € d'allocation à chaque étudiant, ça m'a paru aller dans le bon sens. Le fait d'aller à l'université d'Orléans distribuer des denrées alimentaires aux étudiants, ça paraît aussi être un bon exemple. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux que beaucoup d'entre vous avaient pris des initiatives également dans ce sens. Voilà. Moi, je voudrais parler du Covid côté hospitalier. On a vécu des moments forts, on a une grande mobilisation de tous les restaurants, de la population, mais malheureusement pas d'élus. On a vu des élus pendant les campagnes électorales, notamment dans mon canton, parce qu'on a dû, un député est passé ministre, donc on a dû refaire des élections. Alors oui, ils sont venus faire un devoir de représentation, et aujourd'hui on se sent complètement abandonné. Notamment, les élus ne viennent plus, les infirmières n'en peuvent plus, les médecins sont fatigués. On sort d'une 3e vague quand même qui a été relativement importante, qu'on a vu des larmes couler et aucun élu qui est venu nous soutenir. Enfin, moi je parle dans notre secteur. Il serait bon quand même que dans vos communes, dans vos secteurs, dans vos régions, dans vos départements, avoir quand même un mot pour ces infirmières qui se sont battues, pour les médecins qui se sont battus. Nous, à Trappes, on a perdu d'ailleurs un urgentiste du Covid,
un médecin urgentiste qui était là depuis longtemps. On avait des moments qui ont été difficiles. Nous avons été réquisitionnés pour aller aider les urgences. Et c'est vrai que d'avoir eu des boulangeries, des restaurants, et la population qui venait nous livrer, ne serait-ce que des fruits, le petit déjeuner, on s'est senti vraiment soutenus. Donc si vous, en tant qu'élu, vous pouvez effectivement avoir un petit mot, une petite attention pour vos cliniques, vos hôpitaux, c'est toujours la bienvenue parce que là, vraiment, on est face à du personnel qui est fatigué, qui sont là, compétents, qui font des heures sup et qui sont là pour le bien-être de tout le monde. Pour les étudiants, je voudrais rebondir également parce que nous, à l'hôpital, on a été solidaires des étudiants et on a fait des collectes alimentaires au sein de l'hôpital de façon à pouvoir les distribuer à nos étudiants. La première distribution a été extrêmement difficile puisque les étudiants, pour la plupart, n'avaient pas leur emploi qui pouvait leur permettre de pouvoir s'alimenter correctement. Si vous aussi, vous pouvez faire des actions dans ce sens, dans vos régions, départements et villes, les étudiants ont actuellement vraiment besoin de vous. Merci. Bonjour à tous. Donc, j'étais en train de retoucher vos portraits pour vous faire les plus beaux possibles après avoir pris des photos. Bon, je n'avais pas préparé une intervention, mais je vais quand même vous dire 2-3 mots effectivement sur l'aspect financier au niveau de ma commune. Donc, nous, c'est une ville de 7000 habitants qui a subi, comme toutes les communes, la crise et qui a dû s'adapter. Répondre à un besoin de service à la population ou même le définir puisque c'est une situation qui n'existait pas avant et on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait et comment le faire bien, de quelle façon. Donc je peux vous donner quelques chiffres sur une ville dont le budget est de 25 millions d'euros, une incidence financière comme ça en matière de fourniture par exemple, ça nous a coûté à peu près 250 000 euros. Après vous avez les pertes que vous avez connues, donc par fermeture de services, etc. Ça nous amène à des réflexions liées au fonctionnement d'une collectivité qui sont les charges de personnel ou les charges générales. Les charges de personnel sont maintenues quoi qu'il arrive, comme vous le savez. Et du coup, ça nous pose la question, par rapport au niveau de service à la population, quels sont finalement qu'est-ce qu'on pourrait faire pour garantir un niveau de service en tenant compte des aspects parfois compliqués justement des charges de personnel qui elles sont maintenues quoi qu'il arrive. En fait on est en train d'analyser ça. J'ai demandé au service de me remonter des informations pour amener sur la table une réflexion. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant parce que ce serait couper l'herbe sous le pied du maire de ma commune. Mais ça a été un vrai sujet pour nous. C'est l'aspect financier, après, sur la politique de la ville, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que ce sera une question beaucoup trop large. Chacun sa sensibilité, ses idées par rapport au problème. Mais voilà, financièrement, ça nous a amené à une réflexion et on se pose beaucoup de questions sur ce qu'on doit maintenir en régie et ce qu'on doit éventuellement passer sur des services externalisés. Bonjour à tous. Alors, je vais répondre à Félicie pour la ville. En fait, je suis adjointe au maire HL à tout ce qui est aspect scolaire et je suis directrice de cabinet à Villepinte. Donc, j'ai 2 casquettes et dans le cadre de ces 2 casquettes, j'ai 2 visions différentes, mais 2 visions en fait qui se rapprochent dans le sens où on était sur le terrain dans les maisons. Pour la partie effectivement santé, on s'est énormément investi parce que nous à Villepinte, on a l'hôpital de Ballanger. Donc pour répondre à tout ce que tu peux dire, c'est vrai, ils étaient en grande souffrance. On a reçu des infirmières en pleurs, on a reçu des personnels de santé ambulants en pleurs, ils n'avaient pas de masque. Nous, par rapport à Villepinte, on a, dans la première semaine de Covid, deuxième semaine, on a trouvé, avec le partenariat de la région, 3000 masques qu'on a donnés aux infirmières, on a donné aux pompiers. Nos élus se sont mobilisés pour retrouver des repas pour les infirmières. Donc c'était la partie réconfort, donc tous les soirs, on essayait de répondre à ce besoin. Le réconfort aussi avec les enfants. Les enfants de la ville ont fait des dessins, on a fait une exposition, les élus sont intervenus pour encourager les soignants. Tout au long du Covid et même aujourd'hui, la ville de Villepinte, que ce soit la ville de Chelles, on se mobilise. Le 1er mai, on leur a apporté du muguet.
c'est vrai, c'est un réconfort quotidien, c'est des petits gestes, mais c'est des petits gestes qui apportent un peu de joie dans les journées difficiles. Ça, enfin nous en tout cas, les élus, je pense que tous mes collègues autour de cette table, c'est vrai qu'on y pense. Pour en revenir aussi côté cabinet aux moyens financiers, on a arrêté évidemment beaucoup d'événements, de choses comme ça. On ne peut pas dire qu'il y a un équilibre. Il y a quand même, nous on a 900 000 € de dépenses sur la ville de Villepinte par rapport au Covid. Pendant un an, on a offert des repas aux Villepintois. On a des distributions de colis alimentaires tous les mercredis depuis un an. On n'a pas arrêté de le faire. On le fait aujourd'hui avec des partenariats d'Auchan, enfin de magasins à côté. En ce qui concerne la rupture numérique, bien entendu, la rupture numérique a lieu dans certains quartiers QPV des villes. Avec le partenariat de la région, on a participé aussi à mettre des ordinateurs au lycée. La ville de Villepinte a prêté des ordinateurs aux collégiens et aux familles de classes élémentaires qui n'avaient pas d'ordinateur. On a également distribué en fin d'année dernière, en juin, des cahiers scolaires, des cahiers de devoirs. Pour 50 000 €, en fait, on a distribué des cahiers de vacances. Ça, c'est aussi nos actions. Et puis voilà, on a également mis en place des ateliers de couture en mars, avril, mai pour faire des masques pour les Villepintois et les Chélois. On a distribué des masques faits par nos couturiers à des agents qui se sont aussi impliqués pendant cette crise sanitaire. Voilà, merci à vous. Bonjour, je suis Laurette Gagnon, je suis maire adjointe sur la ville de Montfermeil, une ville de 27 000 habitants. Je vais aussi rebondir ce qu'a dit la collègue concernant effectivement, pareil un peu avec comme la ville de Chelles. Nous avons notre maire qui fait partie du conseil d'administration des 3 hôpitaux de la Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire Montfermeil, André Grégoire de Montreuil et Aulnay-sous-Bois, Robert Bélanger. Ce qui a été mis en place lors du mois de mars, lors de la crise où il n'y avait plus de blouses, de masques, de gants et tout, nous avons fait appel à des façonniers de Pantin et tout, qui nous a confectionné plus de 10 000 blouses. Nous avons mis en place une laverie éphémère sur un gymnase sur lequel il y avait un roulement. On faisait partie aussi, un roulement de 3 équipes. On avait plus de 1500 blouses qu'on distribuait donc à l'hôpital de Montfermeil, a été distribuée aussi sur Robert Bélanger et sur André Grégoire à Montreuil. Donc il y a eu ça qui a été mis en place. Nous avions encore aussi sur l'hôpital de Montfermeil donc le corps médical, leur amener effectivement à manger, au service de réanimation parce qu'ils étaient aussi par moments oubliés. On a mis aussi en place quelque chose de très important pour nous qui était la relation avec les personnes âgées. Donc le CSAS a mis en contact, on était plus de 40, a appelé plus de 40 personnes par jour pour savoir comment elles allaient, pour pouvoir leur faire leurs courses et tout, et aussi les banques alimentaires, parce qu'à l'heure actuelle, les gens sont encore énormément en souffrance, nos jeunes, nos personnes âgées, nos populations, et on a toujours peur du lendemain. On ne sait pas ce qui va devenir. Alors, pareil, par rapport à tout ce qui est informatique pour les jeunes, pour pas qu'il y ait un décrochement scolaire, c'était assez compliqué, hein. Même pour les enfants qui avaient la possibilité d'étudier. Moi, j'avais une personne à la maison, il se mettait sur ses devoirs de 9h du matin pour un match de 19h, parce que c'était quand même assez long. Voilà ce que je tenais à dire. Et c'est vrai que les hôpitaux nous ont énormément remerciés. On avait la banque alimentaire qui venait leur ramener à manger, qui leur faisait à manger. On ramenait des petits-déj, tout ça. Enfin, voilà. On a parcouru, on s'est démené pour avoir des masques, pour avoir du gel hydroalcoolique qu'on avait acheté à Meaux, enfin des petits points un peu sensibles où on pouvait se démener vraiment à fond par rapport à ça. On fait aussi un spectacle sur la ville qui a un son lumière. Et donc toutes les couturières de ce spectacle se sont mobilisées avec la population. On a fait une demande de tissus et tout, et aussi les centres sociaux pour pouvoir faire les masques qu'on a distribués à la population. Voilà. Monsieur le député, Monsieur le Président, d'une façon très brève,
On a entendu des verts témoignages et on a bien vu le travail qui a été accompli par les élus. Et donc, il a été fondamental dans ce moment de réaction. N'oubliez pas, quand la pandémie est arrivée, on se demandait comment avoir un masque. On a tous compris qu'il n'y avait même pas une réponse européenne. On n'avait pas sur l'Union européenne une autosuffisance sanitaire. Et aujourd'hui, je pense que cette crise va au moins faire fléchir l'Europe dans son ensemble, que pour certaines questions, il faut avoir une réponse à l'intérieur et ne pas être dépendant comme on a été dépendant de la Chine, surtout pour les masques, que ce soit au Portugal, soit en France. Moi, j'ai vu des choses incroyables et heureusement, beaucoup d'élus, avec beaucoup de gens, ont travaillé là-dessus. Et je pense que cette réponse de la population, c'est bien sûr la politique proximité qui a été vraiment à côté des citoyens. Ce n'est pas le ministre qui va les voir et qui va comprendre, en plus avec les spécificités dans un pays avec la taille de la France, et même pour le Portugal, des zones urbaines, des zones rurales, c'est très compliqué. Mais je pense aussi que, par exemple, il y a quelqu'un qui a parlé du décrochement scolaire. Je pense que c'est un des termes les plus importants qu'on doit faire face à l'avenir, parce que ces 2 années scolaires sont 2 années où on a compris que les inégalités ont été amplifiées. Et même, comme Angela l'a dit, même si les municipalités ont épuisé les familles les plus démunies avec soit des tablettes, soit avec des ordinateurs, on a tous compris que c'est 2 années qui vont marquer au moins pendant 5-6 ans ce qui est le cursus scolaire de beaucoup d'élèves. Et donc on a un travail, vous avez, moi aussi, mais là comme élus locaux, un travail très important pour que surtout ceux qui ont payé plus cher cette crise parce qu'ils sont dans des familles où c'est beaucoup plus difficile, où l'école est fondamentale, même pour la cohésion sociale au niveau de la ville où ils vivent. Et ici dans la Seine-Saint-Denis, et ici c'est un thème très important. Donc je pense qu'on aura un grand travail à faire et c'est pour ça, si le rôle des élus locaux était important, là il devient fondamental. Et quand on parle au niveau du département et de la région, sachant quelles sont les prérogatives de ces 2 organisations, ces 2 institutions, on sait très bien que, sur ça pour les infrastructures, il y a beaucoup de choses à faire et donc je pense que intégrer ce débat à ce moment important. Je terminerai parce qu'on a évoqué tout à l'heure Éric Raoult. J'ai entendu David Gomez qui est élu à la chapelle Saint-Luc. La chapelle Saint-Mesmin, je confonds toujours avec la ville à côté de Troyes. Et je ne pourrais pas non plus oublier quelqu'un qui a été très important, et David le sait très bien, pour cette façon de participer de la communauté franco-portugaise, c'est Nicolas Bono, auquel je rends un hommage personnel, et je pense que ceux qui l'ont connu ici dans cette salle le savent très bien, parce que c'était quelqu'un qui avait compris que sa vie, c'est comme notre vie, quoi. Il n'était pas demandé de différence. Ce qui intéresse, c'est répondre aux besoins des gens, et faire de la politique, c'est résoudre le problème des personnes. Et Nicolas, c'était un homme qui avait compris les couleurs politiques qu'il laissait pour les questions, pour les réunions de parti, mais après, c'était quelqu'un de très très proche de sa population. Et dans les moments de crise, c'est ça aussi qu'il faut faire. Merci. Merci Monsieur le député, merci Carlos. Effectivement, comme je dis, Nicolas Bono a été un grand dirigeant de l'Association des maires de France aussi, et qui a su développer pendant toutes ces années ces relations. Et comme nous ici, on laisse la politique à l'entrée, mais lorsque nous sommes entre nous, on est sur une dynamique de construction. Pour finaliser nos propos, je vous propose de donner la parole à Stéphane Fleury, donc adjoint aux finances de la ville de Bonneuil, représentant Paris Terre-en-Vol. Merci Monsieur le Président. Je vais dire quelques mots sur ce sujet que la crise sanitaire a démontré d'abord notre grande fragilité et aussi notre grande capacité de réaction et donc notre grande humanité, puisqu'elle a développé une solidarité exemplaire, notamment au niveau local, et ça a été dit, et j'insiste là-dessus. Dans un monde de plus en plus globalisé, on a vu à quel point l'échelon le plus proche des habitants, l'échelon local, était absolument fondamental pour gérer la crise. À Aulnay-sous-Bois, on a été en première ligne. On a fourni effectivement des masques.
Il y a un centre de dépistage qui a été installé et puis récemment un centre de vaccination. Le maire d'Aulnay-sous-Bois et tous les élus de la ville, comme tous les élus ici, ont participé activement à la lutte contre la pandémie. Rien évidemment est parfait et de mon point de vue, et ça me rappelle une visite que j'ai pu faire à Lisbonne, j'ai l'impression qu'on est encore en période d'exploration vers un nouveau monde qui nous appartient tous de construire. Bien que je sois l'élu aux finances, effectivement, il y a un impact financier important sur les collectivités locales. C'est un budget de 200 millions d'euros, donc c'est différent, mais il a fallu débloquer une enveloppe de 500 000 euros pour les masques, puisqu'il n'y avait pas de masques, donc on en a fourni à la population, aux hôpitaux, à toutes les personnes qui pouvaient en avoir besoin. Mais je pense qu'au-delà de l'aspect financier, c'est vraiment, ça questionne notre humanité, nos capacités de solidarité, et de voir au-delà de nos différences, quelles qu'elles soient, de voir la richesse de chacun d'entre nous, pour participer justement à ce monde que j'espère sera plus solidaire. Voilà ce que je voulais dire en conclusion. Merci Stéphane. Donc nous clôturons cette première partie. On va faire une pause de 1 minute 22. Pourquoi? Parce qu'en fait on ne peut pas se lever, ou on y va en petit comité, c'est-à-dire seul. Si on a besoin donc d'aller se laver les mains, etc., n'hésitez pas. Vous gardez vos places. Donc s'il y a besoin de sanitaires, ils sont juste là-bas. Donc je vous laisse 1 minute 22, top chrono. Mais sans courir.